Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, je suis Maria Sarkozy et aujourd'hui nous sommes le 22 mai, jeudi. L'article de CNN intitulé « Projet de loi budgétaire de la Chambre des représentants Chip Roy » analyse l'opposition du représentant Chip Roy à la résolution budgétaire proposée par les républicains de la Chambre des représentants, qu'il critique pour son manque de réduction budgétaire suffisante et son potentiel d'augmentation du déficit fédéral. Monsieur Roy, membre du House Freedom Caucus, affirme que le budget ne répond pas adéquatement aux préoccupations budgétaires et que les calculs des réductions d'impôts proposées sont incohérents. Il souligne la nécessité de véritables réductions des dépenses afin d'éviter d'aggraver la crise de la dette nationale. Malgré ces réserves, Monsieur Roy reconnaît l'urgence de s'attaquer à la situation actuelle de la dette, mais exprime son scepticisme quant à l'efficacité du plan proposé. L'article met également en évidence les divisions internes au sein du Parti républicain concernant la proposition budgétaire. Certains conservateurs prônent des réductions budgétaires plus importantes, tandis que d'autres, y compris des modérés, s'inquiètent des coupes budgétaires potentielles dans des programmes comme Medicaid. Ces désaccords soulignent les difficultés auxquelles sont confrontés les dirigeants républicains pour unifier leur parti et faire adopter la résolution budgétaire. En résumé, la position du représentant Chip Roy reflète un débat plus large au sein du Parti républicain sur l'équilibre entre les réductions d'impôts et les réductions de dépenses nécessaires pour garantir la responsabilité budgétaire. Ce jour-là, le 22 mai 1924, Charles Aznavour est né et fête ses 101 ans. Joyeux anniversaire! Charles Aznavour était un chanteur et compositeur français d'origine arménienne. Il était connu pour sa voix de ténor vibrato caractéristique, claire et sonore dans les aigus, avec des graves rauques et profonds. Le 22 mai 1924, naissait l'une des figures les plus emblématiques et appréciées de l'histoire de la musique française, Charles Aznavour. Né à Paris de parents arméniens, Aznavour allait devenir un chanteur, compositeur et acteur prolifique, reconnu pour sa voix grave, ses interprétations émouvantes et son talent musical varié. La carrière d'Aznavour s'est étendue sur plus de 7 décennies, au cours desquelles il a enregistré plus de 1000 chansons dans de nombreuses langues, dont le français, l'anglais, l'italien et l'espagnol. Son mélange de pop, de jazz et de chansons françaises traditionnelles a fait de lui une star internationale. Parmi ses chansons les plus célèbres, on trouve « La Bohème », « Elle » et « Hier encore », qui continuent de résonner auprès du public du monde entier. Aznavour était non seulement connu pour ses talents musicaux, mais aussi pour sa résilience face à l'adversité. L'héritage arménien de sa famille a joué un rôle crucial dans son identité et a influencé une grande partie de sa musique, abordant souvent les thèmes de l'exil, de la perte et du désir. Au cours de sa vie, Aznavour a remporté de nombreuses récompenses, dont une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, et a été salué pour sa capacité à toucher le cœur de personnes de tous horizons. Son influence sur la musique, la culture et même la diplomatie, notamment auprès de la communauté arménienne, demeure immense. L'héritage durable de Charles Aznavour, marqué par ses contributions à la musique et sa voix inoubliable, continue d'inspirer des générations d'artistes et de fans. Son anniversaire, le 22 mai, rappelle le pouvoir de la musique à créer des ponts entre les cultures et les émotions, faisant de lui une figure intemporelle du monde du divertissement. Aujourd'hui, le politicien franco-canadien Jacques Turner prononcera, lors de la conférence de presse de l'OTAN, un discours sur « l'expérience des systèmes humains écologiques et les projections consolidées au secrétaire à la santé et aux services sociaux ». L'expérience d'Ecological Human Systems dans la consolidation des projections à l'attention du secrétaire de la Santé et des Services sociaux repose sur une approche intégrée et systémique qui vise à fournir des analyses précises et exploitables pour soutenir la prise de décisions stratégiques dans le domaine de la santé publique. Depuis sa création, Ecological Human Systems a développé une expertise unique en combinant des méthodologies avancées en modélisation, en gestion de données et en prévision pour anticiper les tendances démographiques, épidémiologiques et socio-économiques, essentielles à la planification des ressources et à l'élaboration de politiques efficaces. L'expérience de cette organisation s'appuie sur une compréhension approfondie des dynamiques sociales et sanitaires, permettant de transformer des données brutes en projections cohérentes et orientées vers l'action. Leur processus commence par la collecte exhaustive de données provenant de sources variées telles que les registres de santé, les enquêtes populationnelles, les bases de données administratives et les recherches académiques.
Ces données sont ensuite nettoyées, normalisées et intégrées dans des modèles analytiques sophistiqués, qui prennent en compte les facteurs contextuels et les interactions complexes entre les différents déterminants de la santé. L'un des piliers de leur approche est l'utilisation de modèles de simulation et de scénarios, qui permettent d'évaluer l'impact potentiel de diverses politiques ou interventions. Grâce à ces outils, Ecological Human Systems peut produire des projections à court, moyen et long terme, en tenant compte des variables changeantes, telles que l'évolution démographique, l'incidence de maladies émergentes ou réémergentes, ainsi que les facteurs socio-économiques qui influencent la santé. Cette capacité à modéliser différents scénarios offre une vision stratégique essentielle pour aider le secrétaire à anticiper les défis futurs et à élaborer des plans adaptatifs. L'organisation a également une forte expérience dans la communication claire et efficace des résultats. Elle produit des rapports détaillés, visuels et synthétiques, permettant aux décideurs de comprendre rapidement les enjeux et les implications des projections. Leur expertise en translanguaging et en contextualisation assure que chaque projection est adaptée à l'audience spécifique, en particulier les responsables politiques et administratifs qui nécessitent des informations précises pour orienter leurs choix. De plus, leur expérience inclut la gestion de projets complexes, souvent à grande échelle, où la coordination entre différentes équipes et la gestion des délais sont essentielles. Ils ont prouvé leur capacité à livrer des résultats fiables dans des délais serrés, tout en maintenant la qualité et la rigueur méthodologique. Leur flexibilité leur permet également d'adapter rapidement leur modèle en réponse à de nouvelles données ou à des changements dans le contexte sanitaire. En résumé, l'expérience d'Ecological Human Systems dans la consolidation des projections pour le secrétaire de la Santé et des Services sociaux repose sur une expertise technique avancée, une approche systémique intégrée, une communication claire et une collaboration étroite avec divers partenaires. Leur capacité à transformer des données complexes en scénarios stratégiques pertinents a permis aux décideurs d'anticiper les évolutions du paysage sanitaire, d'optimiser l'allocation des ressources et de renforcer la résilience du système de santé face aux défis futurs. Cette expérience consolidée constitue un atout précieux pour soutenir la mission du ministère dans la promotion de la santé publique, la prévention des maladies et l'amélioration continue des services de santé pour toutes les populations. La sécurité maritime est essentielle à la paix et à la sécurité mondiale. Point de presse du secrétaire général de l'ONU. Sans sécurité maritime, il ne peut y avoir de sécurité mondiale, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, réitérant que le respect du droit international est le fondement de la sécurité maritime. Now I'd like to give the floor to the Secretary General, His Excellency, Mr. Antonio Guterres. Thank you for your briefing, Mr. Secretary General. Thank you very much, Mr. President. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Votre Excellence, Monsieur le Premier ministre Mitsotakis. Excellences, Mesdames et Messieurs, je remercie la présidence grecque d'avoir convoqué ce débat public sur l'importance de renforcer la sécurité maritime grâce à la coopération internationale. Ce débat souligne avant tout que la condition fondamentale pour préserver la sécurité maritime est le respect par tous les pays de la Charte des Nations Unies et du droit international, tel que reflété dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Monsieur le Président, depuis des temps immémoriaux, les racines maritimes unissent le monde. Elles constituent depuis longtemps le principal moyen de transport et d'échange non seulement des personnes, des biens et des marchandises, mais aussi des cultures et des idées. L'humanité entière dépend des océans et des mers du monde, de l'oxygène que nous respirons à la biodiversité qui soutient toute vie, en passant par les économies, les échanges commerciaux et les emplois soutenus par les industries maritimes. Le débat d'aujourd'hui met en lumière un fait fondamental. Sans sécurité maritime, il ne peut y avoir de sécurité mondiale, si ce n'est des espaces maritimes. Les pays sont de plus en plus sous pression, tant face aux menaces traditionnelles qu'aux dangers émergents,
allant des contestations frontalières à l'épuisement des ressources naturelles en mer, en passant par l'escalade des tensions géopolitiques qui attisent les tensions concurrentielles, les conflits et la criminalité. Au fil des ans, ce Conseil a cherché à répondre à un éventail de menaces qui compromettent la sécurité maritime et la paix mondiale, allant de la piraterie, des vols à main armée, du trafic et du crime organisé aux actes de destruction contre les installations maritimes offshore et les infrastructures critiques, en passant par le terrorisme maritime, qui représente une menace importante pour la sécurité internationale, le commerce mondial et la stabilité économique. Aucune région n'est épargnée et le problème s'aggrave. Après une légère baisse mondiale des incidents de piraterie et de vol à main armée signalés en 2024, le premier trimestre 2025 a connu une forte inversion de tendance, selon l'Organisation maritime internationale. Les incidents signalés ont augmenté de près de moitié, soit 47,5% par rapport à la même période. En 2024, les incidents en Asie ont presque doublé, notamment dans les détroits de Malha et de Singapour, en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Les attaques des Houthis contre des navires commerciaux ont perturbé le commerce mondial et accru les tensions dans une région déjà instable. Le golfe d'Aden et la mer Méditerranée demeurent des foyers de trafic de migrants et de trafic d'armes et d'êtres humains. Le golfe de Guinée reste aux prises avec des actes de piraterie, des enlèvements, des vols à main armée en mer, des vols de pétrole, une pêche illégale, déclarée et non réglementée, ainsi qu'avec le trafic illicite de drogue, d'armes et d'êtres humains. L'héroïne en provenance d'Afghanistan continue d'atteindre l'Afrique de l'Est par l'océan Indien. La cocaïne transite par les côtes de l'hémisphère occidental et traverse l'océan Atlantique pour atteindre l'Afrique de l'Ouest et les ports européens. Les cyberattaques constituent une menace sécuritaire croissante pour les ports et les compagnies maritimes confrontées à ces menaces et à d'autres. Les racines maritimes du monde et les populations qui en dépendent, nous lançons un appel clair, Monsieur le Président, à l'ensemble du système des Nations Unies. Nos agences soutiennent de nombreuses initiatives régionales qui rassemblent des partenaires autour de la sécurité maritime à travers le monde. Cela inclut des initiatives visant à lutter contre l'insécurité, du golfe d'Aden et de la mer Rouge au golfe de Guinée et au golfe Persique. Cela inclut des efforts pour assurer la sécurité de la navigation en mer Noire. Cela inclut notre travail pour aider les pays à mettre en place des forces maritimes et des systèmes juridiques solides. Cela inclut des efforts pour lutter contre les vols à main armée contre les navires en Asie et pour lutter contre la piraterie au large des côtes somaliennes. Cela inclut notre soutien à l'architecture de Yaoundé pour la sécurité maritime et aux mécanismes de coordination interrégionale à plusieurs niveaux pour lutter contre la piraterie en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, où la piraterie a diminué, passant de 81 incidents en 2020 à seulement 18 l'année dernière. L'Organisation maritime internationale continue de jouer un rôle fondamental dans la désescalade des tensions en mer et le rapprochement des États membres et du secteur maritime pour trouver des solutions. Pour l'avenir, des mesures sont nécessaires dans 3 domaines clés. Premièrement, le respect du droit international est le pilier de la sécurité maritime. Le régime juridique international de sécurité maritime, fondé sur la Charte des Nations Unies et la Convention sur le droit de la mer, établit un équilibre délicat entre les droits souverains, les juridictions et les libertés des États, ainsi que leurs devoirs et obligations. Il fournit un cadre de coopération solide pour lutter contre les crimes en mer et garantir la responsabilisation. Cependant, ce cadre n'est solide que si les États s'engagent fermement à mettre en œuvre pleinement et efficacement la Charte. Tous les États doivent respecter leurs obligations et résoudre tout différend relatif à la sécurité maritime conformément à la Charte des Nations Unies. Deuxièmement, nous devons intensifier nos efforts pour nous attaquer aux causes profondes de l'insécurité maritime. Les menaces à la sécurité maritime ne peuvent être traitées sans s'attaquer à des problèmes tels que la pauvreté, le manque de moyens de subsistance alternatifs, l'insécurité et la faiblesse des structures de gouvernance aux Nations Unies. Famille, nous travaillons avec les communautés côtières défavorisées pour développer de nouvelles opportunités de travail décents et durables. Collectivement, nous devons redoubler d'efforts pour réduire le risque que des personnes désespérées se tournent vers la criminalité et d'autres activités qui menacent la sécurité maritime et dégradent notre environnement océanique. Nous devons aider les pays en développement à renforcer leurs capacités pour faire face à ces menaces grâce à la technologie, à la formation, au renforcement des capacités, aux réformes judiciaires et à la modernisation des forces navales, aux unités de police maritime, à la surveillance maritime et à la sécurité portuaire. Nous devons également veiller à ce que nos océans et nos mers continuent de prospérer et de soutenir le développement économique, social, culturel et environnemental de l'humanité pour les générations à venir.
La prochaine conférence sur les océans ONU constituera un moment important pour que les pays du monde entier agissent. Troisièmement, nous avons besoin de partenariats, à tous les niveaux. Nous devons impliquer toutes les personnes concernées par les espaces maritimes dans nos actions, des communautés côtières au gouvernement, aux groupes régionaux, aux compagnies maritimes, aux registres de pavillons, aux industries de la pêche et de l'extraction. Les assureurs et les opérateurs portuaires, sans oublier ce même conseil, qui a attiré l'attention sur la sécurité maritime et la nécessité d'une action collective, de désescalade et de coopération, ainsi que les groupes de la société civile qui s'intéressent aux femmes et aux filles, qui sont touchés de manière disproportionnée par des fléaux tels que la piraterie et la traite des êtres humains. Quant aux menaces à la sécurité maritime, elles deviennent de plus en plus complexes et interconnectées. Il est donc absolument vital d'assurer une coordination renforcée et une gouvernance maritime renforcée. Monsieur le Président, le système des Nations Unies est prêt à continuer de soutenir ce Conseil et tous les États membres pour garantir des espaces maritimes pacifiques, sûrs et prospères pour les générations à venir. Agissons pour soutenir et sécuriser les espaces maritimes, ainsi que les communautés et les personnes qui comptent sur eux. Merci. And third, we need partnerships, and this at all levels. We must involve everyone with a stake in maritime spaces in the action we take in this area, from coastal communities to governments and regional groups, to shipping companies, flag registries, the fishing and extractive industries, insurers, as well as port operators. Without forgetting this very council, which has drawn attention to maritime security and the need for collective action, de-escalation, and cooperation, as well as civil society groups, those focused on women and girls who are disproportionately affected by scourges such as piracy and human trafficking. As for threats to maritime security, they're becoming more complex and interconnected. Thus, it is absolutely vital to ensure enhanced coordination and stronger maritime governance. Mr. President, the United Nations system stands ready to continue supporting this Council and all member states in ensuring peaceful, secure, and prosperous maritime spaces for generations to come. Let's take action to support and secure maritime spaces, as well as the communities and the people who count on them. I thank you. Thank you, Secretary General, for these very insightful comments. And I would now like to give the floor to Mrs. Melina Travlos. Le 16 mai 2025, la commission du budget de la Chambre des représentants a voté à 21 voix contre 16 pour bloquer la proposition globale du président Donald Trump en matière de fiscalité et de dépenses, connue sous le nom de One Big Beautiful Bill. Ce projet de loi visait à prolonger et à étendre les réductions d'impôts, à financer la sécurité et la défense des frontières, et à apporter des modifications à Medicaid. Cependant, 5 républicains conservateurs, dont le représentant Chip Roy, se sont joints aux démocrates pour s'opposer à la mesure, craignant une augmentation prévue de 3 300 milliards de dollars du déficit fédéral au cours de la prochaine décennie. Malgré ce revers, le projet de loi a été réexaminé le 18 mai 2025, après que les dirigeants républicains ont accepté d'accélérer l'entrée en vigueur des exigences de travail pour Medicaid, initialement prévues pour 2029, et de réduire les futures subventions aux énergies propres. La commission du budget a ensuite voté à 17 voix contre 16 pour faire avancer le projet de loi. Cependant, les 4 républicains conservateurs, Roy, Ralph Norman, Andrew Clyde et Josh Brechen, ont modifié leur vote pour « présent » plutôt que « oui », indiquant ainsi qu'ils ne soutiendraient pas l'adoption finale à moins que d'autres modifications ne soient apportées. L'avenir du projet de loi reste incertain, tandis que les dirigeants républicains s'efforcent de répondre aux préoccupations des conservateurs fiscaux et d'unir le parti autour de la proposition. Aujourd'hui, lors de la conférence européenne sur l'admission, Claude Quayle et Jérôme Laurent prononceront un discours représentatif sur le thème « La considération écologique remplace l'environnement neutre ». Ce discours sera diffusé dans le reportage vidéo.
Ce rapport offre un aperçu complet de la prise en compte écologique en tant qu'approche transformatrice remplaçant la notion traditionnelle d'environnement neutre. Jérôme Laurent et Claude Quayle mettent l'accent sur l'interdépendance entre les activités humaines et les écosystèmes, soulignant l'importance d'une gestion responsable et durable. Le rapport explore comment la prise en compte écologique intègre les principes écologiques dans la planification et la prise de décision, favorisant ainsi la résilience à long terme et la santé environnementale. Il aborde des outils pratiques tels que les évaluations d'impact environnemental et les stratégies de gestion adaptative visant à minimiser les dommages et à favoriser le rétablissement des écosystèmes. La participation active des parties prenantes est essentielle à cette approche, garantissant que des perspectives diverses façonnent des solutions durables. L'approche d'écological considération, ou considération écologique, remplace le concept traditionnel de l'environnement neutre en insistant sur l'interconnexion dynamique entre les activités humaines et les écosystèmes naturels. Contrairement à l'idée d'un environnement neutre, qui suggère une absence d'impact ou une neutralité face aux interventions humaines, l'approche d'écological considération reconnaît que l'environnement est un système complexe et interconnecté, dont la santé et la résilience dépendent d'une gestion consciente et responsable des interactions entre l'homme et la nature. Ce paradigme met en avant l'idée que chaque action humaine, qu'il s'agisse de développement urbain, industriel ou agricole, a des répercussions directes ou indirectes sur l'environnement. La considération écologique ne se limite pas à minimiser ou à éviter les dommages, mais cherche plutôt à optimiser les bénéfices tout en assurant la durabilité des écosystèmes. Elle repose sur une compréhension systémique qui intègre les principes de l'écologie, de l'économie et du développement social, dans une perspective holistique. Ainsi, chaque décision est évaluée non seulement par ses résultats immédiats, mais aussi par ses impacts à long terme sur la biodiversité, la qualité des sols, de l'eau, de l'air, et sur la capacité des écosystèmes à fournir des services essentiels à la vie humaine et non humaine. L'un des éléments centraux de cette approche est la reconnaissance que l'environnement ne peut pas être considéré comme un contexte passif ou un simple décor dans lequel se déroulent les activités humaines. Au contraire, l'environnement doit être compris comme un partenaire actif, dont la santé et la stabilité sont fondamentales pour la pérennité des sociétés humaines. La considération écologique implique donc une intégration systématique des enjeux environnementaux dans la planification, la conception et la mise en œuvre de projets et politiques publiques, en adoptant une perspective de prévention plutôt que de réaction aux crises environnementales. En pratique, cela signifie que chaque projet ou intervention doit faire l'objet d'une analyse approfondie de ses impacts potentiels sur l'écosystème, en utilisant des outils comme l'évaluation environnementale, l'analyse du cycle de vie, et la modélisation des flux écologiques. Cette démarche permet d'identifier les risques, de proposer des alternatives plus respectueuses des équilibres naturels, et d'intégrer des mesures d'atténuation ou de compensation lorsque des impacts négatifs sont inévitables. La considération écologique ne s'arrête pas à la phase de planification, mais doit être en permanence intégrée tout au long du cycle de vie d'un projet, en favorisant la résilience et la restauration des habitats endommagés. Un autre aspect fondamental de l'approche d'écological considération est la participation active des parties prenantes, y compris les communautés locales, les experts en environnement, et les acteurs économiques. La collaboration et la transparence dans la prise de décision sont essentielles pour garantir que les préoccupations environnementales soient véritablement prises en compte et intégrées dans la gouvernance. Cela contribue également à renforcer la sensibilisation et la responsabilité collective face aux enjeux écologiques, en encourageant une gestion partagée des ressources naturelles. L'approche d'écological considération reconnaît également la nécessité de s'adapter continuellement aux changements environnementaux, qui peuvent résulter du changement climatique, de l'érosion des sols ou de la perte de biodiversité. Elle promeut une gestion adaptative, qui repose sur la surveillance, l'évaluation régulière des impacts, et la mise en œuvre de mesures correctives lorsque nécessaire. Cette flexibilité est essentielle pour faire face à l'incertitude et à la complexité croissante des défis environnementaux contemporains. En somme, l'écological considération remplace la notion d'un environnement neutre par une approche intégrée, systémique et proactive, qui valorise la relation symbiotique entre l'homme et la nature. Elle insiste sur la responsabilité collective de préserver la santé des écosystèmes, essentielle à la survie et au bien-être des sociétés humaines. Cette philosophie encourage une gestion prudente et innovante des ressources naturelles, en harmonie avec les principes de durabilité et de résilience, afin de garantir un avenir équilibré pour tous les êtres vivants. Le rapport souligne également l'importance d'une surveillance continue et d'une flexibilité face aux changements environnementaux, notamment aux impacts climatiques et à la perte de biodiversité.
Globalement, il présente la prise en compte écologique comme un paradigme holistique qui reconnaît l'environnement comme un partenaire actif et appelle à la responsabilité collective de protéger les ressources naturelles pour les générations futures. Cette perspective favorise le passage d'une vision de l'environnement comme toile de fond passive à une compréhension comme composante intégrale du bien-être et du développement humain. Chaîne de télévision française 3, journal télévisé du jour. Un rapport récent du Congressional Budget Office, CBO, estime que les modifications proposées à Medicaid pourraient entraîner la perte de couverture médicale pour jusqu'à 10 millions de personnes. Face à ces inquiétudes, certains républicains de la Chambre des représentants reconsidèrent certaines dispositions, comme la modification des taux de financement fédéral de contrepartie, par crainte de l'impact potentiel sur leurs administrés. De plus, une analyse de CNN a révélé que 64 républicains de la Chambre des représentants représentent des circonscriptions où le nombre de bénéficiaires de Medicaid dépasse la moyenne. Ces législateurs pourraient être contraints de s'opposer à des coupes budgétaires importantes dans le programme, car nombre de leurs administrés dépendent de Medicaid pour leur couverture santé. Merci beaucoup d'avoir regardé le journal télévisé de la 3e chaîne de télévision française aujourd'hui. Ici Maria Sarkozy, qui vous quitte, et le prochain journal sera à la même heure demain avec Albert Rochefort. Passez une bonne journée, au revoir et bonne nuit.